Bonjour à tous et tous. Donc, je vous remercie d'être présents ce soir pour échanger avec nous dans le cadre des rendez-vous géopolitiques de l'aide, qui est la vitrine événementielle du programme de recherche de l'IRIS humanitaire et développement. Donc, pour ceux qui se connectent avec nous pour la première fois, vous avez, si vous le souhaitez, l'occasion de poser des questions tout le long de la conférence sur la plateforme et je les relayerai au fil de l'eau. Vous avez une carte support en lien avec donc la thématique du webinaire qui va porter précisément sur le Cameroun. Donc c'est une carte qui vous précise les régions du Cameroun et vous pouvez la télécharger via la plateforme pour suivre si vous voulez suivre en même temps. Et avant de vous présenter les intervenants qui sont avec nous ce soir, donc je vais vous rappeler le résumé de cadrage de cette conférence. Donc, sécurité et développement sont-ils interdépendants? C'est une vaste question, bien entendu. C'est en tout cas le postulat dominant qui fait que dans des contextes militarisés et politiquement instables, ce sont les approches globales qui sont privilégiées en matière de coopération internationale. C'est cette fameuse approche qu'on appelle de triple nexus et qui très concrètement cherche à fluidifier les liens entre acteurs humanitaires, acteurs de développement et acteurs de paix. Donc au niveau stratégique, l'approche Nexus, elle est plutôt, j'allais dire, facile à comprendre. Mais au niveau des opérations, c'est vrai qu'on a plutôt un petit peu plus de mal à en saisir les tenants et les aboutissants, parce que tout simplement les liens interinstitutionnels ne sont pas aussi fluides qu'escomptés. Il y a des influences bien évidemment des contextes locaux, et voilà, donc c'est pas si évident que ça à la saisir en pratique. Donc pour illustrer, si vous voulez, les réalités de cette approche Nexus, moi, j'ai souhaité centrer le séminaire de ce soir sur le cas particulier du Cameroun, qui est, comme vous le savez, un pays affecté depuis plusieurs années par toute une série de crises dans des régions, ce sont des crises différentes, elles se passent dans des régions différentes également du pays. Vous avez bien évidemment à l'extrême nord la crise qui est due à Boko Haram au nord Nigeria et puis aux incursions également au niveau du Cameroun. Vous avez bien évidemment dans le nord et puis dans la région de l'Est, bien évidemment les réfugiés centrafricains et donc c'est aussi une zone particulière. Et vous avez dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest la crise donc dans la région donc qui a été labellisée le NOZO, si vous voulez, et donc la crise anglophone. Donc c'est vrai que depuis 2013-2014, le Cameroun est soumis quand même à tout un tas de crises sociales, politiques, économiques, et donc on va en parler. Donc cette table ronde, elle cherche vraiment à apporter un éclairage concret sur les interdépendances humanitaires, sécurité, développement, et donc on va croiser les points de vue avec nos intervenants de ce soir que je vais donc vous présenter. Alors, le premier intervenant, on a la chance d'avoir avec nous Jahal Rabeshal de Meritens. Jahal travaille au sein du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun et il coordonne spécifiquement cette opérationnalisation du nexus humanitaire développement-paix dans les régions du Cameroun qui sont affectées par les crises. Auparavant, Jahal a travaillé donc au sein du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, comme conseiller régional pour le Nexus dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad, et au poste de coordonnateur global du cluster pour le relèvement rapide au bureau des crises du PNUD à Genève. Avant de rejoindre le PNUD, Jahal a été le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, donc le bureau OCHA en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi. Et encore avant, il a aussi touché du doigt la réalité des ONG, puisqu'il est intervenu en Roumanie, au Rwanda, en Haïti et à des postes en siège au Royaume-Uni. Notre deuxième intervenant, c'est Jean-Marie Ngormini. Jean-Marie est magistrat, il est substitut du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du Mfundi à Yaoundé.
Il cumule 24 ans d'expérience dans la magistrature camerounaise. Il a exercé en tant que magistrat du siège pendant une dizaine d'années et magistrat du parquet pendant 14 ans. Jean-Marie est titulaire d'un Master 2 en droit de l'environnement, d'un autre Master 2 en droit du cyberspace et d'un diplôme universitaire de 3e cycle sur les droits de l'homme. Il s'intéresse depuis quelque temps aux questions de sécurité, de défense et de gestion de crise. Et donc voilà, donc nous avons la chance d'avoir Djahal et Jean-Marie aujourd'hui avec nous pour justement croiser un petit peu ces points de vue-là autour de ce fameux nexus sécurité, voilà, humanitaire, développement, paix. J'enlève la sécurité et je pense que Djahal vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Donc je vais adresser la première question à Djahal. Djahal, pour poser le cadre du sujet, est-ce que vous pourriez nous apporter un éclairage concret sur la stratégie humanitaire développement paix au Cameroun et sur les opérations, les différents programmes qui en découlent? Qu'est-ce qui compose la task force, si vous voulez, sur ce nexus? Quels sont les mécanismes de coordination sur le terrain? Est-il possible de donner des exemples précis et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Bonsoir à tous. Bonsoir Magali, merci beaucoup de m'avoir invité à faire partie de ce panel sur l'approche du nexus humanitaire, développement et paix au Cameroun. Je co-préside avec le conseil régional du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, le conseil régional pour le nexus, une task force chargée de développer l'approche du nexus au Cameroun sur la base d'une analyse conjointe, un ciblage qui est basé sur la vulnérabilité avec une approche commune pour comprendre et mieux déterminer cette vulnérabilité, une planification stratégique également commune et cohérente et des résultats collectifs, une priorisation commune entre les acteurs humanitaires et de développement qui sont souvent des acteurs de consolidation de la paix et surtout pour la mise en œuvre du nexus humanitaire, développement et paix au niveau communautaire. L'approche du nexus au Cameroun, il faut savoir, a été développée par la task force à la demande de l'équipe humanitaire pays et a été approuvée par l'équipe humanitaire pays et l'équipe pays des Nations Unies. Cette approche est basée sur une analyse conjointe qui a été faite il y a quelques années, en fait, déjà, par les Nations Unies, l'Union européenne et la Banque mondiale pour développer la stratégie pour le relèvement et la consolidation de la paix dans les régions du Septentrion et de l'Est du Cameroun pour la période 2018-2022. On a considéré que l'analyse était toujours valide, que les besoins étaient toujours là, que les vulnérabilités n'avaient pas vraiment changé. Et cela, en fait, malheureusement, parce que cette stratégie que l'on trouve excellente n'a pas été à l'époque entérinée par le gouvernement, mais de nombreuses organisations l'utilisent comme document de référence. Donc, à partir de cette analyse commune, la task force a développé le cadre stratégique pour le nexus humanitaire, développement et paix. Et la task force a identifié un résultat collectif, un seul, qui est basé sur le fait de permettre aux personnes qui sont affectées par le déplacement forcé de recouvrer sans discrimination leurs droits fondamentaux et améliorer leur bien-être physique et social d'ici à 2025 dans les zones de convergence des régions prioritaires de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de l'Est et du nord-ouest et du sud-ouest. Les populations affectées par le déplacement forcé comprennent les personnes déplacées qui rentrent chez elles, les réfugiés qui sont rapatriés ou insérés économiquement au Cameroun
et leur communauté d'accueil ou d'origine. On a considéré qu'il fallait qu'on se consacre à ces populations parce que quand on travaille dans une commune, dans ces zones qui sont affectées par les crises, en fait, on travaille avec toutes les personnes de la commune parce que toutes ces personnes ont été affectées par le déplacement forcé. Sur la base de ce résultat collectif, il a été aussi décidé de s'assurer que le Nexus est intégré dans les différents cadres stratégiques dans le pays, que ce soit par exemple dans l'aperçu des besoins humanitaires en 2020 ou le plan de réponse humanitaire 2021, dans le bilan commun de pays des Nations Unies en 2020 pour la partie développement et dans les priorités stratégiques du nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2021-2025. Il faut savoir que ce nouveau cadre de coopération des Nations Unies est bien sûr aligné sur la nouvelle stratégie nationale de développement du Cameroun et donc le résultat commun, le résultat collectif s'aligne lui aussi avec la stratégie nationale de développement et a pour objectif également d'atteindre les ODD en 2030 ou d'aider à atteindre les ODD en 2030. Donc, sur la base du Jaal, excusez-moi, je me permets de vous couper. Au niveau de la coordination, au niveau des mécanismes de coordination, comment est-ce que ça se décline en pratique? Alors d'abord, la task force pour la coordination, la task force sur le Nexus humanitaire développement et paix comprend plus de 70 représentants du gouvernement, des agences des Nations Unies, de la Banque mondiale, des États membres et des donateurs, des ONG internationales et nationales et du secteur privé. Ça, c'est la task force à Yaoundé qui développe l'approche. Sur le terrain, il y a des groupes régionaux pour le Nexus qui ont été créés dans l'extrême nord à Maroua et dans la façade est à Bertois. Ces groupes régionaux comprennent les mêmes catégories d'acteurs que dans la task force à Yaoundé. Et en ce moment, par exemple, sur la cartographie des activités humanitaires, développement ou consolidation de la paix existantes ou à venir, et sur les mécanismes de coordination et les mécanismes de suivi et d'évaluation qui existent dans les régions sur lesquelles, dans les régions prioritaires. Il s'engage également dans la sélection de zones de convergence dans lesquelles l'approche du Nexus va être mise en œuvre. Ils font du plaidoyer auprès des différentes parties prenantes pour s'assurer que l'approche est bien comprise et que tous ces acteurs s'engagent activement, que ce soit les acteurs nationaux, internationaux, humanitaires, de développement ou pour la consolidation de la paix. Alors, les mécanismes de coordination eux-mêmes sont encore à l'étude. La task force et les groupes régionaux sont par nature sont éphémères et devraient être mis en pause lorsque l'approche sera développée et seront réactivés seulement quand on aura besoin de travailler sur la mécanique du Nexus en quelque sorte. On envisage de créer tout d'abord un cadre de coopération opérationnelle dans les communes, dans les zones de convergence et un cadre de pilotage et de coordination stratégique au niveau central. Et d'autre part, le suivi de l'approche devrait se faire également au niveau des sous-préfectures, préfectures et régions dans des cadres de coordination existants. Il ne s'agit pas de multiplier les cadres de coordination à tous les niveaux. Tous les acteurs nous disent qu'il y a beaucoup trop de mécanismes de coordination qui ne leur permettent pas de se consacrer à leurs opérations. Donc, on veut minimiser cela, mais s'assurer surtout que les mécanismes de coordination vont fonctionner au niveau des communes, au niveau opérationnel. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jaal, pour ces premières bases sur le sujet. Jean-Marie, je voulais, vous êtes bien évidemment au cœur, en tant que magistrat, vous êtes au cœur du système judiciaire camerounais.
Plusieurs initiatives sont prises par la communauté internationale pour renforcer les capacités du système judiciaire et par là chercher à consolider l'état de droit, lutter contre l'impunité, etc. Quel est votre point de vue sur ces initiatives de, j'allais dire, de renforcement des capacités? Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale s'y prend de la meilleure manière? Est-ce que vous avez des exemples précis que vous souhaitez partager? Bonsoir Magali et bonsoir à tous. C'est un plaisir et en même temps un honneur pour moi de participer à ce webinaire. Pour revenir à la question, Magali, je voudrais dire que, en fait, parlant des initiatives de la communauté internationale pour renforcer les capacités du système judiciaire et consolider l'état de droit, ces initiatives se traduisent essentiellement par des séminaires de formation à l'intention des acteurs de la justice, que sont bien évidemment les magistrats essentiellement, les officiers de police judiciaire dans une certaine mesure, les avocats et parfois les greffiers, parce que dans l'ensemble, voilà ceux qui animent en fait le système judiciaire. Et c'est à l'attention de ces 4 groupes que sont organisés des séminaires tendant au renforcement des capacités. Ces séminaires tendent effectivement à permettre aux participants de s'approprier des instruments juridiques internationaux qui doivent être intégrés dans la législation, dans l'arsenal juridique national et leur permettre de bien distiller maintenant le droit pour les affaires pour lesquelles ils seront sollicités. Donc la finalité en réalité est de mieux outiller les acteurs de la justice pour qu'ils soient suffisamment éclairés sur l'application des lois. Certaines initiatives avaient pour but d'accompagner essentiellement la justice. Tel a été le cas du programme de coopération avec l'Union européenne, malheureusement qui a déjà pris fin. Ce programme a pris fin il y a quelques années. On a également sur le plan sous-régional le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. L'action avec ce centre est essentiellement centrée sur la protection des droits, sur le volet protection des droits de l'homme, mais sur le plan infrastructurel, rien de significatif n'a été fait jusqu'à présent. Et on peut relever cela pour le déplorer parce qu'en réalité, il ne suffit pas d'avoir des têtes qui sont bien faites, il ne suffit pas d'avoir des têtes qui sont bien pleines. À travers les séminaires, on a bien outillé les personnes qui sont chargées de distribuer la justice ou toutes ces personnes qui interviennent dans la chaîne de distribution de la justice. Mais encore faudrait-il que ces personnes se retrouvent dans un environnement structurel leur permettant effectivement de mettre en pratique ce qui a été appris. Si vous permettez, je voudrais là revenir sur un problème. Au niveau infrastructurel, nous avons un véritable déficit. Moi, par exemple, je suis substitut au parquet près du tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Imaginez dans une juridiction comme la nôtre, nous avons au siège de la juridiction 17 juges et un président du tribunal. Et au niveau du parquet, on a 12 substituts du procureur, plus un procureur de la République. Une seule salle d'audience. Ça, vous me direz que c'est pas pensable, mais une seule salle d'audience autonome au tribunal de grande instance. Or, cette juridiction a un minimum de 20 audiences criminelles par mois, qui se tiennent par mois. 20 audiences criminelles, avec une moyenne de 4 audiences criminelles par semaine, 2 les mardis et 2 les vendredis. Mais même, quels que soient les outils, quelle que soit la compétence des acteurs de la justice,
comment est-ce qu'on peut réellement réussir dans un contexte comme celui-là où il y a ce déficit infrastructurel qui constitue un véritable handicap. Vous voyez, lorsqu'il y a des audiences criminelles qui vont se tenir, comme on doit en avoir deux par jour, ce qui se passe, puisqu'il y a une seule audience, le magistrat qui est le plus gradé, c'est-à-dire l'aîné, en fonction de la préséance, va occuper la salle d'audience en premier. Et le cadet, il faudra bien attendre que son collègue aîné libère la salle d'audience pour qu'il prenne le relais. Alors, si la première audience va jusqu'à 15 heures, alors la seconde va commencer à 15 heures, vers 15 heures. Mais concrètement, quel rendement attendre d'un magistrat qui commence une audience criminelle à 15 heures avec plus de 50 détenus, plus de 60 affaires inscrites au rôle? Au bout de quelques heures, le magistrat, non seulement la nuit tombe, le magistrat se sent déjà en insécurité. Il estime également que les détenus sont en insécurité parce que s'il y a une opération de force à ce moment-là, imaginez si un groupe décide de mener une opération de force et s'introduit dans la salle d'audience pour libérer un détenu, par exemple, les gardiens de prison ne pourront rien y faire. Donc, au-delà d'une certaine, c'est l'insécurité qui s'installe et compte tenu donc de ces conditions, le magistrat est obligé, même sans le vouloir, quelle que soit sa volonté, de renvoyer dans les causes à la prochaine, audience. Vous retrouvez donc avec des détenus qui ont passé bien noté, toute la journée à attendre, mais qui ne pouvaient pas se faire juger. Donc on aurait souhaité... bien noté en tout cas, Jean-Marie, pour ce point-là. Le point des infrastructures, effectivement, oui, qui est vraiment un souci qui n'est pas adressé. Et c'est vrai que l'exemple concret que vous prenez est effectivement très éclairant. Je reviens à vous, Jal, par rapport à ce fameux nexus, donc HDP, hein, c'est l'acronyme qui est utilisé, donc humanitaire, développement, paix. Est-ce que pour ce fameux volet paix, pour le coup, est-ce que vous pouvez nous voilà, de quoi est-ce qu'on parle en fait, hein, de manière très concrète? Sur le volet paix, hein, au Cameroun, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres approches Nexus qui ont été mises en œuvre, notamment au Mali, hein, par exemple, et c'est vrai qu'on peut se demander si ce sont en fait les mêmes approches qui sont mises en œuvre, hein, peu importe le contexte, ou est-ce qu'il y a des différences, hein, et s'il y a des différences, pour le coup, quelles sont les influences, hein, qui les expliquent? Alors, au Cameroun, nous faisons la distinction entre les actions qui visent à renforcer les capacités de paix au sein des communautés et les actions qui soutiennent et pérennisent les solutions politiques et les réponses sécurisées aux conflits. Ces actions qui renforcent la paix peuvent prendre la forme de prévention, de réponse. Elles peuvent se concentrer sur les moteurs du conflit au niveau local ou sur les causes structurelles plus profondes de ces conflits. Il y a un large éventail d'acteurs qui peut être impliqué en fonction du contexte. Mais il peut s'agir d'acteurs nationaux et internationaux, que ce soit les Nations Unies, les ONG internationales, la société civile, les autorités, en passant par les communautés qui ont été affectées. Les deux approches sont pertinentes et importantes, mais celle qui consiste en particulier au niveau local à consolider la paix et s'attaquer aux principes moteurs, aux principaux moteurs du conflit à court et moyen terme, pensons peut créer davantage d'opportunités pour le Nexus et permet de mieux cibler les populations vulnérables avec une programmation directe. Alors, c'est celle qui est préconisée par la Task Force au Cameroun. On parle beaucoup du Nexus
du nexus humanitaire, développement et consolidation de la paix. On n'inclut pas les solutions politiques et les réponses sécurisées comme c'est le cas par exemple au Mali, mais nous en tenons compte dans l'analyse des situations et leur évolution comme des éléments essentiels de toute façon dans l'approche de la paix dans les zones de crise au Cameroun, mais ne faisant pas partie de l'approche humanitaire, développement, consolidation de la paix dans les zones de crise pour le Cameroun. Ok. Je vous remercie, Jal. Jean-Marie, est-ce que par rapport à l'accès, enfin, les conditions d'accès à la justice des personnes qui sont détenues dans les zones, j'allais dire, instables, donc par exemple les régions du Nouzo, les régions de l'extrême nord, qui restent difficiles d'accès pour les agents d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la procédure, tout simplement, pour avoir accès à un juge et spécifiquement, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur les personnes qui sont arrêtées parce qu'elles sont suspectées d'être impliquées, par exemple, dans des actions terroristes? Enfin voilà, comment est-ce qu'on a accès à la justice dans des zones difficiles d'accès pour le coup? Et puis, la deuxième partie de la question, c'est vrai que dans des zones très très tendues, je pense surtout à l'extrême nord, donc c'est vrai que avec l'imbrication, avec les mouvements djihadistes, etc., c'est vrai que c'est quelque chose aussi en fait. Ensuite, je relayerai certaines questions du public. Ok, merci Magali. Le problème d'accès à la justice ne se pose vraiment pas avec en fait, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce qu'on appelle communément le NOZO, depuis l'avènement de cette fameuse crise anglophone. Le problème d'accès à la justice se pose uniquement parce que l'insécurité ambiante a contraint la plupart de certains magistrats à pas à abandonner les postes, mais à se délocaliser et abandonner la ville dans laquelle se trouve le siège de la juridiction pour se retirer dans d'autres villes où ils estiment gagner un peu plus en sécurité. La conséquence, c'est que ces collègues ne peuvent se rendre au travail très souvent quand il y a des audiences, uniquement pour tenir leurs audiences et repousser chemin. Or, lorsque la situation était normale, le magistrat qui était présent était à l'écoute des justiciables et pouvait apporter des solutions à certains problèmes, même en dehors de la salle d'audience, ce qui normalement d'ailleurs doit être le cas lorsqu'il n'a pas d'audience. La difficulté maintenant pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne se fait pas ressentir réellement en ce qui concerne les personnes qui y sont détenues. Je pense que le problème vient plutôt du fait des personnes qui, appréhendées dans ces localités, se trouvent transférées dans la ville de Yaoundé où siège le tribunal militaire de la région du centre, qui, d'après la loi en matière de terrorisme et d'atteinte à la sécurité de l'État, a une compétence nationale. Autrement dit, les auteurs des infractions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dès lors que ces infractions sont qualifiées de terrorisme, peuvent être transférés de ces régions vers la localité de Yaoundé où siège le tribunal militaire. Et vous conviendrez avec moi que dans ces circonstances, il se pose un problème par rapport à l'accès au juge, parce que l'accès au juge ne s'entend pas uniquement de la possibilité de se retrouver devant un juge qui va entendre sa cause,
et également de cette possibilité de communiquer en toute confiance avec le juge pour lui expliquer soit l'objet de ce qui nous a amené à saisir la justice, ou alors pour lui expliquer, étaler nos moyens de défense par rapport au fait dont nous sommes accusés. Or, il s'agit d'un véritable problème pour ces populations, puisqu'elles sont d'expression anglaise, se retrouvent devant le tribunal militaire de Yaoundé, où siègent plutôt les magistrats francophones. Et même si on fait recours aux interprètes, vous conviendrez avec moi que l'interprétation parfois peut toujours être approximative et le justiciable dans ces circonstances ne peut pas se sentir autant à l'aise que s'il s'exprimait dans sa langue maternelle, la langue qu'il maîtrise le plus. Maintenant, il y a de façon globale, pour accéder au juge, nous avons deux processus. Il faut distinguer suivant que nous sommes en matière dite civile, où l'accès au juge suppose que le justiciable paye une consignation. C'est en quelque sorte un droit pour pouvoir faire entendre sa cause par le magistrat. Et cette consignation, le montant varie en fonction de l'importance de la demande. Généralement, en matière civile, le montant est d'au moins de 5% du montant de la réclamation du justiciable. Si vous demandez 10 000 euros, on va vous demander de payer un minimum qui correspond à 5% de 10 000 euros. Bon. Mais conscient du fait que certains justiciables qui ont des causes à porter devant le juge puissent, à cause de la paupérisation, ne pas être à même de payer cette consignation, une parade a été trouvée et c'est dans ce sens qu'a été mis en place donc, ce qu'on a appelé la commission d'assistance judiciaire. Il s'agit d'une commission qui est présidée par un magistrat du siège. Comme membre de cette commission également, on a le procureur de la République, on aura un représentant du ministère des Finances, parce que si vous demandez à un individu qui devait verser 5% du montant de sa réclamation de ne pas payer, ça vous donne dire que c'est les caisses de l'État qui en souffrent. Donc, il y a un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère des Affaires sociales et un représentant de la mairie. Donc, c'est ceux-là maintenant qui apprécient au regard de la condition particulière du justiciable s'il peut bénéficier de l'assistance judiciaire. Il peut s'agir d'une assistance totale ou d'une assistance partielle. Et une fois donc cette décision lui est accordée, le justiciable peut donc, qui n'a pas les moyens, peut s'en prévaloir maintenant pour saisir le tribunal et faire entendre sa cause. Donc, vu sous cet angle, on peut dire vraiment tous les justiciables ont la possibilité d'accéder au juge. Mais cette vue pourrait être une vue un peu étriquée, parce qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir accéder au juge, mais également d'être capable de faire entendre sa cause par le juge. Le justiciable parfois n'est pas un praticien du droit et ne trouvera pas les mots assez justes pour pouvoir expliquer sa demande devant le tribunal. Il sera donc parfois contraint de recourir au service d'un avocat. Bon. Et sur ce plan, l'avocat, il ne plaide pas gratuitement, il ne plaidera pas gratuitement. Donc, il va accéder, il va certes conduire le justiciable, mais il ne va pas plaider gratuitement. Et sur le plan de la justice pénale, qui se trouve être celle qui nous importe le plus, parce que parler par exemple de terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest nous renvoie à la justice pénale, il n'y a vraiment pas de problème particulier en ce qui concerne l'accès au juge, parce que c'est l'État, à travers les officiers de police judiciaire, qui déploient les moyens permettant d'appréhender les auteurs présumés d'actes terroristes qui sont, au terme de l'enquête, mis à la disposition des juridictions maintenant pour être jugés. Donc, sur ce plan, le justiciable n'a
aucun centime à débourser, n'a aucun centime à débourser, sauf si c'est pour payer les services sauf si c'est pour payer les services d'un avocat. Et la précision qu'il faudrait même apporter là-dessus, c'est que sur ce plan, le Code de procédure pénale camerounais, en son article, je crois bien, 417, l'alinéa premier, impose au président du tribunal de confier, de désigner d'office un avocat pour défendre les intérêts de toute personne qui est poursuivie pour une infraction passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Et ces deux peines sont généralement celles qui sont encourues en matière de terrorisme. Donc, sur ce plan, les auteurs présumés d'actes terroristes se retrouvent accompagnés par les avocats qui ont été désignés d'office par le tribunal. D'accord, ok. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marie pour ça. Donc on comprend un petit peu mieux donc comment le système fonctionne. Je vais commencer par relayer quelques questions qui me parviennent au fil de l'eau. Peut-être une pour Jal, pour le coup, sur la région alors du Nozo. Concernée donc par la crise anglophone, il y a une question sur les conditions de travail des humanitaires et notamment sur la notion de part humanitaire. Est-ce qu'il existe des couloirs humanitaires pour le coup la question, je vous l'ai dit, la notion de couloir humanitaire n'a pas l'air respectée par les groupes rebelles, notamment lors des journées villes mortes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, bon, effectivement, les opérations humanitaires sont très difficiles à mettre en œuvre dans le Nozo. Chaque activité doit être précédée par des négociations avec les groupes armés qui pourraient se trouver dans la zone. Et donc, il n'y a pas cette notion de couloir humanitaire. Et c'est un problème pour le Nexus parce que, pardon, dans le Nozo, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas mettre en œuvre le Nexus parce que si la plupart des éléments de base sont là, on a les acteurs humanitaires de développement, de consolidation de la paix qui sont sur place, ainsi que d'autres acteurs. Mais il manque encore un certain nombre de critères tels que la sécurité, l'accès et la possibilité d'entreprendre des actions à long terme telles que la reconstruction et le développement. Les groupes armés et d'autres groupes qui utilisent des méthodes non violentes dans le Nozo s'opposent à cette reconstruction sans la signature d'un cessez-le-feu et la mise en place d'un dialogue politique. Donc, ce que l'on fait au niveau des Nations Unies, c'est qu'on se base d'une part aux Nations Unies, il y a des discussions politiques auxquelles nous ne prenons pas part, mais dont nous sommes régulièrement informés. D'autre part, il y a un plaidoyer auprès du gouvernement pour obtenir les coups des franches dans l'exécution des programmes basés sur des principes d'engagement clairs et ce que le gouvernement a accepté. Et enfin, un plaidoyer que nous menons auprès des groupes armés pour qu'ils acceptent de donner un accès sécurisé et sans entrave aux humanitaires et au-delà aux programmes de relèvement qui sont essentiels pour aider les populations touchées par la crise, qui sont essentiels pour inverser certains des effets du conflit sur les familles et les communautés, pour générer des revenus et permettre aux services de base de fonctionner à nouveau en faveur des personnes les plus vulnérables, ce qui était aussi essentiel pour jeter les bases de la consolidation de la paix, du dialogue et de la résolution de la crise. Donc il y a d'une part des discussions et des négociations, je dirais, et du plaidoyer qui est fait par les acteurs humanitaires pour l'accès humanitaire, et d'autre part, nous faisons aussi un autre plaidoyer pour qu'ils acceptent le relèvement et qu'ils comprennent la différence entre
entre le relèvement et la reconstruction. Par exemple, on vient de recevoir cet après-midi le communiqué d'un groupe armé non étatique avec lequel nous négocions depuis plusieurs mois, qui réitère son soutien à la fourniture d'une aide sans entrave aux populations les plus vulnérables, d'une part l'aide humanitaire et d'autre part pour le relèvement. Ils appellent leur population à soutenir cette campagne de revitalisation, comme ils l'appellent. Ils assurent les donateurs, que ce soit les pays ou les agences des Nations Unies, qu'il y aura un acheminement en toute sécurité de l'aide dans les zones qu'ils contrôlent et qu'ils feront tout ce qui est nécessaire pour soulager les populations, même si d'autres groupes armés non étatiques considèrent le relèvement comme controversé. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on peut obtenir auprès des groupes armés. Maintenant, il faut qu'il soit clair aussi qu'il y a une nébuleuse de groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail quotidien. L'accès qui a été négocié aujourd'hui n'est pas garanti dans une semaine. Et ce serait beaucoup plus facile, bien sûr, s'il y avait des couloirs humanitaires, mais il n'existe pas encore. Ok. Merci beaucoup, Jal, pour ces précisions. Jean-Marie, je me permets de vous poser la question, quelle relation existe-t-il en fait entre le système judiciaire et les organisations internationales? Je pense aux agences onusiennes de type HCR, UNICEF, etc. Quels sont les volets juridiques sur lesquels il y a des entrecroisements au niveau de la sécurité juridique personnelle, au niveau de la... Ok. Allô? Vous m'entendez? On vous entend. Ok, merci. Merci. Oui, disons, il n'y a vraiment pas de relation particulière existant. Allô? Oui, c'est bon. Ok. Je disais qu'il n'y a vraiment pas de... La connexion parfois est mauvaise. Okay. Je disais qu'il n'y a vraiment pas de relation particulière existante entre la justice pénale et les organisations internationales comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ou l'UNICEF. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que le HCR au niveau du Cameroun a organisé plusieurs séminaires sur les droits des réfugiés, lesquels doivent être considérés comme assimilés aux nationaux dès lors qu'ils ont déjà acquis la qualité de réfugiés. Les juridictions ont été saisies. Là, des procédures ont été engagées au niveau des juridictions par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ici, essentiellement en ce qui concerne les questions d'état civil. Les réfugiés qui se retrouvent au Cameroun viennent pour la plupart de la République centrafricaine, du Nigeria voisin. Certains ne maîtrisent pas les règles gouvernant l'établissement des actes d'état civil au Cameroun. Les naissances qui doivent être déclarées à l'officier d'état civil, par exemple, ça ne se fait pas chez les réfugiés, à telle enseigne que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a été obligé à un moment donné de mener une action collective, c'est-à-dire, premièrement, recenser tous les réfugiés qui se sont retrouvés dans des situations où il fallait établir un acte d'état civil. Et après ce recensement, les demandes collectives ont été adressées aux juridictions et les
représentants de cet organisme ont approché les responsables des juridictions pour que l'action soit encadrée et qu'on puisse permettre désormais donc aux enfants de ces réfugiés d'avoir l'état civil, de se voir délivrer des actes de naissance à partir des jugements supplétifs qui doivent être rendus par les juridictions. Ça, vraiment, on peut le dire, moi, personnellement, j'ai apprécié cette initiative qui m'a semblé être une initiative assez louable. Mais en dehors de cette initiative sur le plan civil, au niveau de la justice pénale, rien n'a pratiquement été fait. Nous nous retrouvons devant les juridictions de plus en plus, par exemple, avec des personnes mises en cause qui sont de nationalité centrafricaine, réfugiés au Cameroun. Beaucoup se sont retrouvés dans des gangs de malfaiteurs pour des raisons que j'ignore personnellement. Peut-être à cause du désœuvrement, elles ont cherché le chemin le plus facile pour pouvoir avoir une certaine autonomie et psychologiquement fragiles et matériellement démunis, ils se sont retrouvés donc dans le piège des bandits de grand chemin qui les ont en quelque sorte enrôlés. Or, ces justiciables au niveau des audiences ne font pas l'objet d'une attention particulière de la part du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui est pourtant censé avoir recensé tous les réfugiés connus comme tels et détenir un fichier permettant de les identifier. Et cela est d'autant plus regrettable. Cela est d'autant plus regrettable que la plupart de ces accusés réfugiés n'ont pas de moyens matériels et ne peuvent par conséquent pas s'offrir les services d'un avocat. Il eût été préférable, en pareille circonstance, que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, informé par exemple de l'existence de cas pareils, saisisse un avocat qui doit défendre la cause de ces accusés. Donc, je pense qu'il serait souhaitable qu'il y ait, à mon avis, une sorte de communication un peu plus étroite entre le HCR ici au Cameroun et surtout les avocats qui peuvent être les intermédiaires privilégiés entre le HCR et la justice camerounaise. Ce serait vraiment une bonne initiative. Bon, et relativement à la question de la sécurité juridique des entreprises, nous devons relever un fait qui est marquant. En 1993, le 17 mars 1993, naissait en Afrique une organisation que nous avons appelée l'OADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. C'est une organisation qui regroupe 17 pays. Et le but de cette organisation est de créer une zone de sécurité juridique dans la mesure où le même droit des affaires est applicable dans les 17 pays. Donc, le droit des affaires au Cameroun sera le même qu'en Côte d'Ivoire, sera le même qu'au Mali. Donc, les 17 pays ont le même droit des affaires, ce qui constitue une sorte de sécurité pour l'ensemble des opérateurs économiques officiants dans ces régions et même pour les avocats, parce qu'un avocat qui partirait du Cameroun pour aller plaider à Porto Novo n'aura pas de difficulté parce qu'il n'a plus besoin de s'approprier le droit national de ce pays, dès lors que c'est le même droit qui s'applique dans l'ensemble des 17 pays de l'espace OADA. Et ce que je voudrais relever, c'est que cette sécurité des entreprises est parfois mise en mal. Mise en mal, pourquoi? Parce que nous avons relevé tout à l'heure qu'il y avait quelques défaillances au niveau du système judiciaire. Or, nous ne pouvons pas perdre de vue qu'il y a une corrélation étroite entre
la sécurité juridique et les questions de développement. Si une entreprise n'a pas la conviction qu'en cas de litige, sa cause doit être portée devant une juridiction, qu'elle sera entendue, et surtout que l'équilibre de la balance qui a été rompu va être rétabli aussi rapidement, l'entreprise ne sera pas portée vraiment à aller s'installer dans un pays qui ne présente pas cette sécurité sur le plan juridique. Le risque zéro n'existe pas, donc dans tous les cas, quelles que soient les dispositions qu'on prendrait à la base, il est possible que l'on se retrouve en situation de conflit, peut-être avec les partenaires, peut-être avec des étrangers, et qu'on soit obligé de saisir la justice. Or, on ne peut se sentir en sécurité qu'une fois que la justice est saisie, que cette justice soit distribuée avec célérité et que la justice soit également de bonne qualité. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas à cause des problèmes que j'ai relevés tantôt et surtout également qu'au niveau du Cameroun, on a une autre difficulté qui se trouve être celle de l'absence de spécialisation des magistrats. Vous n'avez pas de tribunaux de commerce, vous n'avez distinct des juridictions de droit commun. Or, si le même juge doit s'occuper des affaires criminelles, des affaires civiles, des affaires commerciales et des affaires sociales, vous voyez, à ce moment, il a un surcroît de travail important qui ne va pas lui permettre de faire preuve de célérité lorsqu'il est saisi. Et de deux, en étant également un magistrat qui touche à tout, il peut manquer un peu de finesse ou des questions qui peuvent être assez pointues dans un domaine particulier. C'est bien noté, Jean-Marie. En tout cas, cette non-spécialisation, hein, pour le coup, des tribunaux. Et effectivement, on est dans des tribunaux qui traitent vraiment de tout type d'affaires, hein, que ce soit du droit commercial, du droit civil ou du droit pénal. Donc ça, c'est bien noté. Je vais relayer une question à Jahal, pour le coup, qui porte sur la mise en place de mécanismes d'alerte précoce dans le cadre de la prévention des conflits. Alors, je vous lis la question. Comment l'ONU entend-elle encourager les autorités publiques camerounaises à intégrer la notion de prévention des conflits dans les politiques publiques si l'approche mise en place en matière de prévention n'envisage pas de solution politique? Ce n'est pas une question très, très facile, mais en tout cas, c'est une question qui vous est posée, Jahal. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Quelques-uns. Je dirais d'abord que, à notre surprise, dans la nouvelle stratégie nationale de développement du Cameroun, il y a des mécanismes de prévention des crises qui doivent être renforcés. Ce que l'on a beaucoup apprécié par rapport à la stratégie de développement précédente. Il y a également non pas des mécanismes, mais des initiatives qui existent, comme par exemple celle de la Banque mondiale qui vient de mettre en place des nouveaux modes de financement qui sont liés à la fragilité, les conflits et la violence dans des pays, par exemple, comme le Cameroun. Et le Cameroun, par exemple, est éligible pour une somme assez importante, plusieurs centaines de millions de dollars, si elle décide de mettre en place une stratégie de prévention et de résilience. Et cette stratégie de prévention consiste à identifier les moteurs de fragilité et de conflit et de mettre en place une réponse qui va adresser ces moteurs de fragilité.
il y a d'autres initiatives qui existent, que ce soit au niveau des Nations Unies, par exemple, au niveau d'autres acteurs. Mais le fait que je fasse une différence entre la consolidation de la paix et le dialogue politique et la réponse sécurisée au conflit ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux mécanismes de prévention de conflit. Au contraire, ceux-là sont bien ancrés en fait dans la consolidation de la paix. Ok, je vous relais une autre question, Jal. Alors, c'est en fait une question sur l'approche Nexus et en termes de résultats. Donc, on comprend que au Cameroun, il est peut-être trop tôt encore pour parler de résultats, mais la question est un petit peu orientée. Vous avez parlé du Mali tout à l'heure. Donc, au Mali, par exemple, où il y a une autre type d'approche Nexus qui est voilà, qui inclut aussi pour le coup la sécurité et les forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu des résultats qui ont été obtenus à ce jour ou est-ce que c'est encore au stade, j'allais dire, est-ce qu'on est encore au stade d'approche en fait? Et pour le coup, on verra les résultats de l'approche Nexus dans quelques temps, mais là, c'est un peu précoce pour le dire. Est-ce qu'il y a des contextes où il y a déjà des résultats concrets? Non, c'est trop tôt. En fait, en ce moment, nous en sommes à un stade où nous identifions les communes qui vont devenir ou qui deviennent des zones de convergence humanitaire, développement et paix, et dans lesquelles les acteurs humanitaires de développement et de consolidation de la paix vont créer des synergies pour s'assurer que le résultat soit plus grand que la somme de leurs interventions, en quelque sorte. Quand ces zones de convergence vont être établies, dans chaque commune, ces acteurs devront mettre en place un plan d'action commun, humanitaire, développement et paix, qui va être intégré dans le plan communal de développement et dans les programmes d'investissement annuels. L'idée là, c'est de s'assurer d'une pérennité et d'une redevabilité de tous les acteurs, y compris des acteurs humanitaires, y compris des acteurs nationaux et internationaux, par rapport aux résultats qu'on espère avoir dans ces communes. Et il y aura des nuances entre communes. Bien sûr, on ne travaille pas, on ne recherchera pas les mêmes résultats dans une commune du Nozo, par exemple, ou une commune urbaine de l'extrême nord ou de la façade est. Donc, pour l'instant, on est à l'établissement de ces zones de convergence. Le travail a commencé à se mettre en place de manière pilote, mais il ne faut pas oublier que le travail va jusqu'en 2025. Ok. Ok. Donc, c'est effectivement vraiment axé sur la décentralisation, le renforcement, en fait, c'est le renforcement de la capacité d'investissement des communes également. Comment ça il y a un certain pourcentage en fait qui sera comment ça s'articule avec le cadre général de la décentralisation pour le coup au Cameroun? Parce que j'imagine qu'il y a du côté du pouvoir central enfin, c'est quand même un réel enjeu financier aussi de déplacer un pourcentage de fonds pour le coup vers les communes. Donc c'est au niveau politique, pour le coup, est-ce que l'État suit le mouvement? Enfin, il est dans cette ligne-là de transférer également
un peu plus d'argent, j'allais dire, pour que les communes fonctionnent de manière, enfin, puissent fonctionner, puissent élargir aussi leur champ de compétences, hein, parce que bon, s'il s'agit de transfert de compétences, mais aussi de ressources pour justement pouvoir faire quelque chose avec, avec ces nouvelles compétences. Est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot là-dessus, Jeanne? Oui, la mise en œuvre de la politique de décentralisation du gouvernement est au centre de la nouvelle stratégie nationale de développement. Et cette décentralisation comprend une affectation qui va passer de 1% à 15% du budget de l'État à la dotation générale de cette décentralisation. Quand on parle du Nexus au Cameroun, on ne le voit pas comme une approche internationale ou une approche des agences et des ONG. C'est d'abord l'approche du gouvernement et de ses populations avec le soutien des autres organisations. Donc, le premier bailleur du Nexus, en quelque sorte, c'est le gouvernement, ou à travers la commune. Et viennent également des financements supplémentaires à travers les programmes des différentes organisations, mais on veut également intégrer l'action humanitaire dans les plans d'investissement parce que ça représente une somme assez conséquente. Il y a des communes qui sont très pauvres et il faut pouvoir tenir compte de ces éléments-là quand on parle de Nexus. Ok, bien, bien compris. Merci beaucoup. Une question à Jean-Marie. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé, vous nous avez parlé de deux choses hein, que je reprends un petit peu, les difficultés un peu structurelles pour le coup hein, au niveau voilà, au niveau du manque de salles d'audience, etc. Donc c'est vrai que les exemples que vous avez choisis étaient assez éclairants. Quand on a parlé du NOSO également, donc vous avez rappelé que sur certaines situations, hein, les personnes étaient, notamment pour le cas des présumés terroristes, ils étaient envoyés donc au tribunal militaire de Yaoundé, mais là justement confrontés avec des professionnels judiciaires, j'allais dire francophones, donc là ça facilitait pas trop les échanges. On se rappelle aussi que au niveau du NOSO, hein, c'est vrai que la crise anglophone hein, est quand même partie à la base de revendications d'avocats. Donc là récemment, c'est vrai que je lisais récemment, je crois que c'était au mois d'août ou en septembre, il y a eu une annonce en fait d'intégration hein, de professionnels judiciaires anglophones pour le coup dans la magistrature. Et ça c'est quelque chose, c'est vrai qu'il n'y avait pas avant. Dire un petit mot là-dessus. Donc, ce sont des juristes spécialisés en common law. Hein. Est-ce que vous avez une idée du volume de juristes qui ont été intégrés donc dans la magistrature et quel est le plan en fait pour ces agents? Est-ce que le plan est de les envoyer exercer, si vous voulez, dans les régions anglophones? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Ok. Merci Magali. Je relevais tout à l'heure que l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui est née le 17 octobre 1993. Et l'existence de cette organisation a quand même eu une incidence sur les contestations que nous avons connues dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce qu'à la base, ne perdons pas de vue que le Cameroun a connu une domination française et une domination anglaise. Et du côté des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en fait, c'est le droit anglais qui a été appliqué, le même droit applicable en fait au Nigeria. Law of contracts, law of tort, donc il s'inspirait plutôt de la pratique telle que se faisait au Nigeria. Mais il se trouve qu'avec l'entrée en vigueur de l'OADA, les avocats anglophones exerçant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
ont estimé déjà que leur spécificité disparaissait et ont ressenti une sorte de phagocyté. Ils ont estimé qu'ils étaient phagocytés par le système francophone. Et la revendication partait donc du fait que si les textes de l'OHADA sont des textes applicables sur l'ensemble du territoire national, alors comme le Cameroun est un pays bilingue, il faudrait donc que ces textes soient traduits également en anglais. Or, jusqu'en 2016, apparemment, seule la version française existait. Ils ont donc fait cette contestation et du coup, on a procédé donc à la traduction et à la mise à leur disposition des mêmes textes en version anglaise. Et cette revendication a eu, entre autres effets, de susciter donc la création au niveau de l'École nationale de la magistrature, l'ENAM, c'est l'école qui forme les magistrats, la création donc d'une nouvelle section appelée la section de la common law. Common law, cette section intéresse essentiellement les candidats qui ont fait le droit anglais. À la date de ce jour, la première cuvée a prêté serment il y a 2 semaines exactement, c'était le jeudi 19 novembre 2020. La première cuvée composée de 50 personnes. 50 avec 30 magistrats de la section judiciaire, 10 magistrats de la section des comptes, parce qu'il y a une cour des comptes également au Cameroun, et 10 magistrats également de la section administrative. Bon. Si ceux de la cour des comptes doivent rester à Yaoundé où se trouve la cour des comptes actuellement, bon, il en va différemment pour ceux de la section administrative parce que désormais, on a un tribunal administratif par région. Les 10 là peuvent donc être déployés dans les parties anglophones. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces magistrats ont vocation à travailler essentiellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont les régions dans lesquelles on a affaire à la common law. Parce que, une fois exclu le droit des affaires, où est applicable plutôt les dispositions des textes de l'OHADA, nous avons maintenant le droit civil, le droit, et là par contre, maintenant, c'est la common law qui doit être applicable. Donc, ces magistrats dont la première cuvée de 50 a prêté serment le 19 novembre passé, est déjà sur le terrain. La plupart de ses collègues travaillent depuis lundi, il y a quelques jours. Ils sont déjà en train de poser leurs premiers actes, mais tous, à ma connaissance, ont été affectés dans les parties, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils vont tous commencer par le parquet et ils ne pourront pas se retrouver comme magistrat du siège parce que la pratique au niveau de la magistrature camerounaise est qu'à la sortie de l'école, les jeunes magistrats soient envoyés plutôt, commencent leur carrière au parquet. Cela leur permet d'être encadrés parce que le parquet a un système de hiérarchie. On a les aînés qui doivent encadrer les cadets. On a un procureur de la République qui est toujours plus expérimenté, qui doit encadrer les substituts. Alors qu'au niveau du siège, le juge est indépendant et il répond lui-même de tout acte qu'il a posé, contrairement au parquet où on a le système de l'indivisibilité du parquet à telle enseigne que l'acte posé par le substitut est censé avoir été posé par le chef de parquet lui-même. Et à ce titre, le chef de parquet a l'obligation d'encadrer ses substituts. C'est la raison donc pour laquelle, à la sortie de l'école, tous ces magistrats commencent par le parquet. Et c'est effectivement le sort qui a été réservé aux 30 magistrats de la section judiciaire de la common law qui ont prêté serment de jeudi 19 novembre 2020. Tous ont commencé par le parquet. Bon, la communauté internationale. Merci beaucoup en tout cas. Donc effectivement,
En fait, je voulais ajouter une précision. Est-ce que la communauté internationale a Oui, je vous en œuvré, prie. la communauté internationale a-t-elle œuvré pour la création de cette section de la Common Law? À ma connaissance, non. Les revendications posées suite à la crise anglophone ont été perçues au sommet de l'État à certains égards comme étant des revendications légitimes. Pour certaines d'entre elles, je veux dire, pour certaines d'entre elles, par exemple celles qui avaient trait au fonctionnement de la justice. Et c'est en réponse donc à ces revendications que la section de la Common Law a été créée. Donc il s'agissait d'une initiative de l'exécutif en dehors de toute intervention ou de tout apport de la communauté internationale. Ok, merci beaucoup Jean-Marie. Je me permets de vous relayer une question pour vous. Dans quelle mesure l'État camerounais et l'appareil de justice favorisent-ils la réintégration des anciens combattants dans les forces économiques du pays? Alors, je ne sais pas si le cas est déjà arrivé, mais je pense, parce que j'ai vu quelques reportages déjà avec j'allais dire, des combattants qui se sont démobilisés de manière spontanée, hein, de certains groupes armés. Alors, quel est, pour le coup, au niveau de... voilà, quelle est la ligne, j'allais dire, par rapport à ces personnes? D'abord, est-ce qu'il existe une ligne, ou est-ce que c'est un petit peu au cas par cas en fonction des magistrats? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, Jean-Marie? Disons qu'en fait, en 2018, si je pense bien le 30 novembre 2018, le chef de l'État prenait un acte portant création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, qui devait s'occuper effectivement du désarmement des personnes qui ont été enrôlées, ou du moins des volontaires, parce qu'il faut le dire, parce que ce comité avait pour but d'inciter les personnes volontaires à déposer les armes. Et une fois que ces personnes volontaires se sont manifestées et ont déposé les armes, un processus d'encadrement prenait le relais. Et dans ce processus, il était question de les encadrer pour leur permettre maintenant de s'intégrer dans la société, parce que ne perdons pas de vue, il y a toujours ce qu'on appelle l'économie de guerre. Lorsqu'une guerre s'installe, certaines factions en tirent tellement de profit que certaines personnes n'existent plus que par rapport à la guerre, et ces personnes ou le groupe de personnes n'imaginent plus leur existence en dehors du conflit. La fin du conflit pour ces personnes signifie leur propre fin. Donc, pour pouvoir donc permettre à ces personnes de s'identifier encore comme étant des personnes importantes dans la société, alors on leur donne la possibilité, une fois que les armes ont été déposées, de se retrouver donc dans un cadre institutionnel qui les prend en charge, leur essaie de procéder à un accompagnement en leur fournissant la possibilité, en leur donnant la possibilité d'apprendre un métier, en leur donnant la possibilité pour certains de reprendre le chemin de l'école et tout. Et pour le cas particulier de la justice n'est pas vraiment concernée par cette opération de désarmement, démobilisation et l'intégration, puisque les personnes ayant accepté volontairement de déposer les armes ne comparaissent pas devant le tribunal. Aucune de ces personnes, jusqu'à présent, ces personnes qui ont décidé de façon volontaire de déposer les armes n'ont pas été traduites devant les tribunaux. Ne sont traduits devant les tribunaux jusqu'à présent que ceux qui ont été appréhendés encore en action comme étant des auteurs présumés d'actes terroristes. Mais une fois que de façon délibérée, on a décidé de poser les actes, dans ce cas, on est sûr qu'on ne va pas subir les foudres de la justice. Donc, mais c'est une amnistie, j'allais dire, informelle, ou ça a vraiment été clairement posé dans un cadre juridique?
Non, il y a, non, il y a un cadre juridique. Je parlais tantôt du décret numéro, je pense que je peux avoir le niveau du décret, le décret numéro 2018-719 du 30 novembre 2018. C'est ce texte qui porte création donc de ce comité de désarmement, démobilisation et réintégration et qui définit les missions de ce comité. Entre autres missions, par exemple, le comité doit organiser, encadrer, gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants de Boko Haram ou des groupes armés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest désireux de répondre favorablement à l'offre de paix du chef de l'État en déposant les armes. Désireux de répondre favorablement à l'autre, oui. Donc, il s'agit donc là de ceux qui ont volontairement accepté de déposer les armes, comme je l'ai dit tantôt, pour répondre à cette offre. Donc, en fait, c'était une main tendue de l'exécutif. Vous déposez les armes et en contrepartie de cet acte, vous êtes sûr que les poursuites judiciaires ne seront pas engagées contre vous. C'était une façon d'inciter les rebelles à abandonner les armes et à retrouver une vie normale. Ok. Peut-être, Jal, vous pouvez réagir là-dessus au niveau de quelle est l'approche des Nations Unies par rapport à ce processus. Est-ce qu'il est en lien un petit peu? Est-ce qu'il y a des liens de fait avec justement l'approche Nexus? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus pour compléter la réponse de Jean-Marie? Non, je dirais qu'il y en a peu pour l'instant. Aussi parce que le nombre de cas de volontaires qui ont décidé d'être désarmés et démobilisés est relativement restreint pour l'instant. C'est certainement je dirais, si on se retrouve dans une situation où il y a une résolution du conflit dans le NOSO, il y aura probablement un nombre beaucoup plus important de personnes qui seront intéressées à être démobilisées dans les groupes armés et il faudra tenir compte de cela dans le Nexus. Mais comme je l'ai dit auparavant, pour l'instant, il n'y a pas d'approche Nexus sur le nord-ouest et le sud-ouest. Et donc, on n'a pas encore cet élément-là bien ancré, je dirais, dans le Nexus. Ok. J'ai une question pour vous, Jal. Quelqu'un nous demande un petit peu la coopération en fait des Nations Unies avec l'Union européenne, pour le coup, en rapport avec ce nexus. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait eu des évaluations conjointes, hein, Nations Unies, donc Banque mondiale, UE. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cette coopération avec l'UE? Alors, moi, elle est multiple. C'est-à-dire que bon, d'une part, il y a la relation existante entre les organisations onusiennes qui œuvrent dans l'humanitaire et ECHO, bien sûr, comme bailleur de fonds. Mais il y a également toutes les relations entre les agences des Nations Unies qui œuvrent dans le relèvement, la reconstruction et le développement et qui travaillent avec l'Union européenne dans plusieurs programmes. Donc, ça dépend en fait du secteur. Pour l'instant, on n'est pas encore dans une situation où il n'y a pas encore de clarté, je pense, au niveau de l'Union européenne sur la place des programmes de l'Union européenne dans le Nexus. Ce sera beaucoup plus facile d'en rediscuter quand les zones de convergence seront identifiées. Il y a certainement un intérêt, mais pour l'instant, il n'y a pas de choses concrètes. Bon, il faut savoir aussi que le Nexus va s'appuyer d'abord sur les programmes existants dans les zones de convergence. Et donc, on va identifier quels sont les programmes de l'Union européenne
ou ceux de ECHO, par exemple, ou ceux financés par ECHO, dans ces zones de convergence, et de voir comment est-ce que ces programmes vont être mis en synergie avec les autres programmes. On est beaucoup plus avancé dans les discussions qu'on a avec ECHO, où effectivement il y a Oui, là pour moi, la qualité de son devient mauvaise. La qualité de son est pour moi mauvaise. Jal, j'ai eu du mal à entendre vos derniers mots. Je vais juste relayer donc une remarque, hein, parce que c'est vrai qu'on a parlé des ex-combattants. Donc, bon, il y a une remarque d'une personne, hein, dans le public. C'est vrai par rapport à cette question de l'amnistie, hein, voilà, par rapport à cette absence de passage, hein, devant les tribunaux d'anciens combattants. Voilà, la question se pose, hein, si les populations victimes ne peuvent pas se sentir flouées, hein, de cette absence de travail de justice, et des dispositifs de médiation, d'apaisement qui réunissent les différentes parties sont-elles prévues, hein, pour favoriser une paix durable, en fait, un travail de mémoire et tout ce process de réconciliation, hein, qui est lié. Donc, ça, je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à ça. Bon, disons, Magali, en fait, oui, cela peut paraître peut-être un peu choquant, mais ce qu'il convient de relever, c'est que cette main tendue de l'exécutif qui a en fait, qui est une mesure incitative pour amener les ex-combattants à déposer les armes, n'est pas de nature à priver les victimes des réparations qui pourraient leur être dues. Le processus est encore en cours parce que l'on imagine bien qu'à un moment donné, on pourrait se retrouver dans le cadre d'une justice transitionnelle qui offre plus de flexibilité et qui est dépouillée de formalisme. Bon, vous savez, l'avantage de la justice transitionnelle, c'est qu'elle permet d'établir quand même un dialogue entre les parties qui sont opprimées et leurs bourreaux, afin de parvenir à une réconciliation qui constitue la première marche d'évitement de la réédition des conflits. Donc, en fait, il s'agit d'un processus qui est encore en cours et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la porte est fermée aux victimes pour faire valoir leurs revendications ou leurs droits relativement aux conséquences des actes qui auraient été subis ou à l'ensemble des dommages subis du fait des actions de ces groupes séparatistes ou des auteurs d'actes terroristes. C'est un processus qui est encore en cours. Ok. Merci, Jean-Marie. Jal, est-ce que vous pourriez nous apporter un éclairage sur le plan de réponse humanitaire, pour le coup, et donc le plan tel qu'il est actuellement, comment il s'articule en fait avec l'approche Nexus, et la façon aussi dont il s'enchasse à la stratégie hein, du gouvernement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Alors, le plan de réponse humanitaire est un plan annuel pour 2021. Donc, c'est une planification budgétaire et des opérations sur un an. En revanche, les priorités stratégiques qui ont été identifiées par les humanitaires sont des priorités stratégiques qui vont sur une période qui va jusqu'en 2025 et qui s'alignent tout d'abord avec le résultat collectif pour le Nexus. Les humanitaires ont
ont reconnu que le plan de réponse humanitaire faisait partie de l'approche du Nexus, et d'autre part s'aligne avec le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, cadre de coopération qui va également jusqu'en 2025. Le cadre de coopération lui-même répond à la stratégie nationale de développement en fonction, bien sûr, des capacités et des mandats des organisations des Nations Unies. Mais donc, il y a un alignement qui se fait à travers le Nexus, à travers le cadre de coopération. Ok, excusez-moi, j'ai un retour de son un peu mauvais. Donc, je relais ce que vous avez dit. Donc, il y a effectivement un alignement avec la stratégie gouvernementale. C'est ce que vous avez dit. Juste peut-être dans le prolongement, comment ça se passe au Cameroun? Est-ce que au niveau de la primature ou à un autre niveau ministériel ou interministériel, est-ce qu'il y a une vision, j'allais dire, est-ce que le gouvernement a une vision très nette, précise, une plateforme de gestion en fait des programmes extérieurs? Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à suivre en fait les interventions extérieures qui sont mises en place dans le pays? Oui, si vous me permettez, Magali, je vais reprendre quand même ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je ne veux pas être mal compris. Le plan de réponse humanitaire ne s'aligne pas exactement sur la stratégie nationale de développement parce que la stratégie nationale de développement ne fait pas état, en fait, n'est pas basée sur les besoins humanitaires ou sur une réponse humanitaire. En revanche, les liens se font à travers le résultat commun du Nexus et à travers d'autres plans de développement, comme par exemple celui du cadre de coopération des Nations Unies. Maintenant, par rapport à une plateforme de gestion des activités humanitaires, malheureusement, il n'y a pas de plateforme similaire au Cameroun. Je crois savoir que OCHA a essayé de mettre en place une plateforme de gestion en 2018. Les termes de référence avaient été remis au ministre de l'administration territoriale et puis il y a eu un remaniement ministériel et le projet est un peu parti aux oubliettes. Pour l'instant, le suivi des actions humanitaires est supposé être fait par la direction de la protection civile, mais la direction de la protection civile elle-même est un mécanisme de réponse aux crises. Donc, il n'y a pas ce niveau de suivi exhaustif dont on aurait besoin peut-être sur la réponse humanitaire pour l'instant. Il y a une proposition d'inviter des représentants de pays qui a une plateforme similaire comme au Ghana ou au Bénin qui pourrait être utilisée comme modèle, mais bon, je crois qu'ils ont des difficultés à créer un intérêt. Ceci dit, il y a un nouveau comité interministériel qui a été créé pour le suivi de la décentralisation. On pense que c'est de bon augure et on espère qu'un comité similaire puisse être créé pour le pilotage et la coordination stratégique du Nexus humanitaire, développement et paix. Mais cela ne répondra pas aux besoins de gestion et de suivi d'actions purement humanitaires. Je vous remercie, Jal. Il est temps de conclure ce webinaire au vu de l'heure. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport. Alors, je reprends le thème sécurité et développement sont-ils
interdépendants. Donc peut-être un dernier mot, Jean-Marie, très rapidement, en 1 minute pour clôturer. Et je passerai la main ensuite à Jaal également pour clôturer. Oui, je dirais de plus en plus, on parle de plus en plus de l'approche 3D relativement à l'intervention dans les pays et notamment les pays africains. Approche 3D, défense, diplomatie et développement, parce qu'on a la conviction que c'est dans une société où les problèmes de sécurité sont résolus qu'on peut par la diplomatie faciliter le dialogue politique et l'apaisement du climat social. Quels sont les préalables pour un développement? On ne peut pas parler de développement dans un pays qui est en guerre. On ne peut pas parler de développement dans un pays qui est ravagé par l'insécurité. Donc, en réalité, sécurité et développement, la relation entre la sécurité et le développement est une relation tellement étroite. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et pour conclure, et revenant à la question qu'a posée quelqu'un tout à l'heure, il y a une précision que je voudrais quand même donner, c'est que dans l'approche de la justice transitionnelle, l'avantage de cette justice transitionnelle est que le mérite de cette justice, c'est qu'elle n'est pas cristallisée uniquement sur les auteurs des atrocités. Elle permet maintenant aux victimes d'évacuer leurs sentiments, de procéder à une métamorphose psychologique, de renoncer, surtout sans renoncer à leur droit à réclamer la réparation du préjudice subi. Donc, pour le cas du Cameroun, le processus est encore en cours et j'ai la conviction que l'exécutif saura prendre les dispositions utiles pour que les victimes de ces atrocités puissent obtenir les réparations nécessaires. Je vous remercie, Jean-Marie, pour votre mot. Jaal, je vous passe la parole également pour clôturer. Oui, je pense que la sécurité, c'est un élément important, mais ce n'est qu'une étape vers la paix. Ce qui nous intéresse beaucoup plus dans notre travail, c'est qu'on arrive à renforcer ou à consolider cette paix. Les résultats collectifs qu'on peut avoir au sein de l'approche Nexus sont un point d'entrée pour la collaboration et des contributions à la paix, et il en existe d'autres. Mais il est certain que la collaboration entre les acteurs humanitaires de développement et de paix doit être adaptée au contexte. L'approche autour de la sécurité, par exemple, dans la façade Est, sera très différente de celle du Nozo, où on est dans une situation de conflit armé aigu. Et là, cette collaboration n'est pas toujours facile. Et certainement, on ne parle pas encore de reconstruction et de développement, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que dans l'extrême nord, malgré le fait qu'il y ait des situations de conflit, on a la possibilité de continuer à faire le développement et de renforcer le développement, alors qu'on fait encore de l'humanitaire et du relèvement et de la reconstruction. Et tout ce travail permet de consolider la paix. Donc, encore une fois, on doit s'adapter au contexte et évoluer quand ce contexte évolue. Merci. Merci beaucoup Jaal pour ce mot de la fin. Merci beaucoup également Jean-Marie.
et à tous les deux pour ces échanges très instructifs pour le coup et très concrets. Écoutez, on va mettre donc un terme hein, au webinaire. Je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. Le webinaire sera disponible en replay hein, dans une quinzaine de jours donc il sera disponible sur le site hein, de l'IRIS. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci et bonne soirée. Merci Magali. Bonne soirée.